Je suis Claire Chubillot, je suis directrice des emplois et compétences à la ville de Lille. Donc, les emplois et compétences, ça recouvre le recrutement, le service insertion, apprentissage, stage, la formation et le service d'accompagnement professionnel des agents. À la mairie de Lille, on recrute sur toutes les thématiques d'une collectivité du bloc communal. Donc, à la fois le fonctionnement dans les écoles, à la fois des missions plus tournées vers le social, les missions tournées vers la sécurité publique avec notre police municipale, des missions d'aménagement du territoire, de renouvellement urbain, tous les équipements culturels également de la ville, et enfin des missions ressources aussi bien tournées vers les finances que vers les ressources humaines. Donc, nous, on publie l'offre. Les candidats déposent leur candidature sur notre plateforme ou via les job boards sur lesquels on relaie nos annonces. Et ensuite, il y a une phase de sélection des candidatures, d'étude des candidatures, une phase de présélection avec le service. Donc, nous, on propose une présélection au service. Le service nous fait un retour. Ensuite, une phase d'entretien pour les candidats qui sont retenus à ce stade-là. Donc, il y a 1 ou 2 entretiens selon les postes, selon nos attentes. Et il peut y avoir aussi une phase de test. Donc, ça peut être des tests techniques, ça peut être des tests de personnalité. On a un outil et une chargée de recrutement sont formés à l'analyse de tests de personnalité. Et ensuite, on adresse une réponse au candidat. Et ensuite, c'est la prise de poste. On est sur un équilibre entre les compétences métiers et les compétences, nous, qu'on appelle plutôt comportementales. Les services vont forcément aller vers des compétences métiers. Ils recrutent des compétences. Et nous, notre positionnement RH, c'est d'attirer l'attention sur justement toutes ces compétences soft skills, compétences comportementales pour voilà, avoir une image complète du candidat. Donc, je dirais que c'est un équilibre entre les deux qu'on recherche. Top 3 des soft skills, ça va être le sens du service public. On n'est pas dans la fonction publique pour rien. Ça va être le sens du collectif et ça va être un certain sens de la solidarité. Les réseaux sociaux dans nos processus de recrutement, ça nous donne davantage de visibilité. Et pour la fonction publique et encore plus, je pense, pour une collectivité municipale, c'est très important parce que je pense que le grand public et notamment les étudiants ignorent souvent tout ce qu'on fait au sein de la ville. Donc, ça offre une visibilité sur tous les métiers qu'on peut proposer. Et puis, ça nous permet d'avoir un contact un petit peu différent avec les candidats, d'avoir un contact un peu plus direct en amont des phases d'entretien. Ce qui est toujours intéressant aussi pour nous comme pour eux, pour engager cette relation de recrutement. Pour retenir son réseau, il ne faut pas hésiter à aller vers les professionnels qui nous intéressent, à solliciter des échanges, à se montrer curieux de ce que font les autres. Et puis, il ne faut pas hésiter à proposer des choses aussi, notamment sur les réseaux proposer des éléments qui sont liés à notre domaine professionnel et qui nous tiennent à cœur pour développer cette visibilité un peu plus numérique. Un bon CV, ça va être un CV synthétique, clair et lisible. Synthétique, c'est-à-dire que pour un junior, un étudiant, c'est 1 page. Lisible, ça veut dire qu'il est aéré, il donne envie de le lire. Et clair, on arrive à le suivre facilement. On n'a pas besoin de se repencher très longtemps dessus pour le comprendre. Sur un CV, on ne ment pas. Voilà, on est honnête sur un CV. Pour moi, c'est la chose à ne pas faire que de mentir. Ça teinte le CV du candidat, je dirais. Ça nous donne un peu comme, voilà, ça donne une première accroche avec le candidat. Ça permet de nouer un dialogue un petit peu décalé, un petit peu différent, qui est toujours intéressant. Après, si c'est pour noter voyage ou... ça ne m'intéresse pas. À la limite, s'il y a des spécificités sur les voyages, pourquoi pas. Lecture, pareil, non. Si c'est par contre polar, oui. Enfin, voilà, ou littérature française du XVIIIe siècle, enfin, je ne sais pas, mais quelque chose d'un peu plus développé, là, ça devient intéressant et ça aiguise la curiosité du recruteur aussi.
Donc ça peut donner envie d'aller creuser et ça peut être un élément de confort pour le candidat en entretien. Dans une lettre de motivation, ça ne me semble pas utile de redire son CV. Et on le voit beaucoup. Et sur des postes de cadre, je trouve ça embêtant. On attend plus d'analyse dans une lettre de motivation, plus d'analyse du poste. Un rapport entre les compétences que j'ai dans mon CV, vous les avez vues, et là, ce que vous proposez, vous, mettre un peu en tension ces deux éléments-là dans la lettre de motivation. Si c'est une offre par rapport à la transition écologique, j'attends qu'il y ait les 2-3 dernières actions que la ville a pu mener. Voilà, j'attends que ce soit plus une contextualisation de la part du candidat qui nous montre en fait qu'il a pris la peine de faire 2-3 recherches avant de postuler et qu'il connaît 2-3 éléments de la politique municipale et notamment du poste sur lequel il candidate, plus qu'il nous fasse une déclaration d'amour à la ville. C'est aussi un moyen de tester plein de choses pour nous chez le candidat. Est-ce que le raisonnement est clair? Est-ce qu'on arrive à suivre? Est-ce que c'est bien écrit? Et puis ça nous permet de commencer à connaître le candidat, à comprendre le candidat et ça peut donner envie ou pas. Lors d'un entretien, on attend d'un candidat qu'il soit prêt, donc qu'il soit dans une posture d'entretien. On est attentif quand le candidat peut bien mettre en relation son parcours avec les compétences attendues sur le poste. Que ce n'est pas une simple, encore une fois, redite orale du CV. Dans notre structure, voilà, les entretiens sont finalement assez classiques avec un déroulé somme toute très normé, avec voilà, une question sur la présentation de son parcours, de ses motivations pour le poste. Et puis la dernière question traditionnelle, c'est avez-vous des questions? Celle-là, elle est posée quasi systématiquement lors de nos entretiens. De nos chargés de recrutement a récemment eu un entretien en visio où le candidat a allumé sa visio alors qu'il était encore torse nu. Pareil, une jeune professionnelle qui a sa coloc qui rentre dans l'appart, qui n'a pas ses clés. Bon, voilà, qui est installée sur son lit pour faire l'entretien. C'est pas rédhibitoire, mais ça donne pas une très bonne image. En écho à ce qu'on vient de se dire, mon premier entretien était un entretien en visio parce que je suis sortie d'études et puis après école en pleine période de confinement et de Covid. Donc, mon premier entretien était en visio. Donc, avec là aussi, on parlait du côté des candidats, mais du côté des employeurs aussi. Il y a quand même des questions qui se posent. Donc, c'était une salle de réunion. C'était plutôt bien aménagé, mais par contre, les 3 membres du jury étaient les uns à côté des autres. Et d'un coup, je ne voyais pas très bien le dernier. Voilà, l'angle de la caméra était un peu bizarre. Ils étaient alignés. Ils n'étaient pas face à la caméra, en fait. Ils étaient perpendiculaires. Donc, la dernière personne, je n'ai pas trop vu son visage pendant l'entretien, surtout que c'était un zoom très large dans une salle de réunion. Donc, ce n'est pas non plus très confortable pour le candidat d'avoir un échange dans ces conditions-là. Donc, il faut être prêt aussi à ça. Quand on passe un entretien en vidéo, c'est que les conditions côté employeur ne sont pas toujours idéales non plus.